Les nazis sont-ils de retour? Ou est-ce qu'au contraire, ceux qui crient au fascisme sont extrêmes? Est-ce qu'ils exagèrent? Fight, fight, fight! Ils appartiennent au mouvement Luminis, un groupuscule d'ultra-droite fondé à Paris en 2020 qui défend l'idée d'une primauté de la race blanche. Ces derniers mois, les références au nazisme se sont multipliées et cela fait un moment que des historiens alertent sur le retour de ces idées et surtout sur la dédiabolisation de l'extrême droite. À chaque fois qu'on fait une perquisition ou une étude chez ces gens-là, qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole? Qu'est-ce qu'on retrouve comme référence historique? Les nazis, l'OAS, l'Algérie française, les troupes coloniales françaises, type parachutiste, Indochine, Algérie, des tortionnaires et des criminels. C'est ça qu'on retrouve à chaque fois. Alors, ils n'ont pas changé, puisque de fait, leurs références sont toujours les mêmes. Et c'est toujours le pire du pire, en fait. Même si vous n'êtes pas particulièrement impliqué dans l'actualité, vous n'avez pas pu échapper aux excès de Donald Trump, de Musk, mais aussi de plein de leaders d'extrême droite à travers le monde. Groupuscules d'extrême droite radicale de plus en plus décomplexés, projets assumés de nettoyage ethnique. The Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Déni total de la vérité. C'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Et en 2 jours, le président américain ne pouvait pas faire pire. Il a accusé son homologue d'être un comique raté, un voleur, un dictateur même. Chaque jour, nous nous réveillons dans une sorte de monde parallèle où une violence inouïe règne et où le risque de guerre mondiale augmente. On en est au point où la Suède et la Finlande distribuent des livrets à leur population pour se préparer à une guerre et localiser des abris anti-atomiques. Bref, ça va vite, très vite. Ça va tellement vite, notamment en provenance des États-Unis. On a tellement d'informations qui arrivent de partout qu'il est difficile de réellement comprendre ce qui se joue et de prendre un peu de recul. En un mois, beaucoup de choses ont basculé, notamment du côté américain. Des connexions se sont tissées et il est indispensable de suivre ce qu'il se passe pour ne pas se laisser embrouiller par la stratégie désormais assumée des extrêmes droites à travers le monde, saturer l'espace public de fausses informations, d'actions chocs et de déclarations outrancières. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur le début de la mandature en cours aux États-Unis, comprendre le coup d'État numérique en cours, identifier les lois qui sont déjà passées et les conséquences qu'elles ont déjà. On va parler du fascisme, de l'autoritarisme, de l'utilisation de ces termes, mais aussi de la manière dont cette façon de faire de la politique est en train de se répandre partout dans le monde et particulièrement en Europe. Cette année, la grande messe des conservateurs américains a lieu dans une ambiance revancharde. Les nombreux partisans présents sont galvanisés par la récente victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Viktor Orban, Matteo Salvini ou encore Marine Le Pen, l'extrême droite européenne s'est réunie à Madrid pour un sommet de 2 jours. Objectif affiché du Parti patriote pour l'Europe, devenir la nouvelle norme à Bruxelles et dans toute l'Union européenne. Le président argentin remet au patron de Tesla sa célèbre tronçonneuse pour l'aider à couper dans les dépenses publiques. Ce vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur toutes les démocraties occidentales, Trump l'incarne aux États-Unis, nous l'incarnons en France. Et même si des parallèles avec les années 30 sont établis par de plus en plus d'historiens, on va essayer de comprendre pourquoi le contexte d'aujourd'hui est aussi différent. Entre les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, des armes 1000 fois plus puissantes, nous ne sommes pas au XXe siècle. Enfin, dernière partie et pas des moindres aujourd'hui, nous allons faire le tour des résistances qui se mettent en place. Car oui, dans tous ces pays, des parties actives de la population refusent le mouvement en cours et le font savoir au travers d'actions multiples et variées dont on n'entend pas beaucoup parler. Bref, bienvenue dans cette émission spéciale sur l'état des démocraties en Europe et aux États-Unis pour Blast. Commençons par les États-Unis, le gros morceau de notre émission du jour. Dans la dernière vidéo de Blast sur le sujet, réalisée par Paloma Moritz, on vous décrivait tout ce qui s'était passé au mois de janvier. C'était déjà assez vertigineux et depuis, un sacré nombre de bouleversements ont déjà été comptabilisés. On va commencer par l'offensive numérique inédite du gouvernement Trump sur l'État fédéral.
Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, une entité créée par décret présidentiel visant à restructurer l'appareil d'État américain. Le 11 février, le président a signé un décret ordonnant aux agences fédérales de planifier des réductions massives de personnel avec pour objectif de réduire les dépenses gouvernementales de 2000 milliards de dollars en éliminant ce qu'il considère comme des fraudes et des gaspillages. Et la méthode est à peu près la même que lorsqu'Elon Musk était arrivé à la tête de Twitter, rebaptisé X, où il avait annoncé licencier 80% du personnel, brutalement et sans aucune explication. Messagerie désactivée et ordinateur bloqué. C'est ainsi que ce cadre de Twitter a appris son licenciement vendredi matin. Un témoignage parmi des centaines d'autres, tous touchés par le nouveau plan social. Depuis début février, le DOGE a ciblé des agences clés telles que la Federal Aviation Administration et le Consumer Financial Protection Bureau. Des licenciements massifs ont été initiés, notamment au sein de la FFA, quelques semaines seulement après un accident aérien mortel à Washington, D.C. Ces actions ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité publique et à l'efficacité des services gouvernementaux, sans parler du désastre concernant USAID. Donald Trump a démantelé l'Agence des États-Unis pour le développement international, supprimant ainsi soudainement des milliers d'emplois et interrompant des programmes vitaux dans plus de 120 pays. Cette décision prive des millions de personnes d'une aide essentielle en matière de santé, d'alimentation et de secours d'urgence. Des experts dénoncent un acte illégal et une catastrophe humanitaire d'ampleur mondiale. Suppression, démantèlement, restructuration. La méthode est la même dans tout l'État fédéral. Se branchent quand ils arrivent dans ces administrations-là avec leur ordinateur portable sur ces bases de données. Il est tout à fait possible, comme le disent certains experts, que les États-Unis soient aujourd'hui exposés à un risque de sécurité nationale majeur. Parce que justement, ces personnes-là, qui n'ont pas d'expérience, qui sont très jeunes, qui sont à la fois arrogantes et sans doute assez naïves et manipulables, se retrouvent en possession d'informations, par exemple fiscales, hyper précieuses et qui pourraient mal exploiter. Que se passe-t-il avec cette entreprise conduite par Elon Musk? Elle se passe dans une opacité complète. Ils ne rendent pas de compte sur leurs agissements au quotidien. Il y a bien entendu des fuites, des articles qui sont publiés dans la presse, certains documents écrits, des témoignages anonymes de membres de ces administrations-là. Moi, je suis surpris parce qu'on a l'impression d'assister, vous savez, vous êtes au lendemain d'un coup d'État dans un pays du tiers-monde, où vous avez des soudards qui arrivent et qui cassent un bureau qui leur déplaît. Parmi les licenciés, 300 employés chargés de la gestion de l'arsenal nucléaire, par exemple, ou encore des membres du National Institute of Health, compromettant ainsi des recherches médicales majeures, notamment sur le cancer. Ce n'est pas tout. L'une des mesures du DOGE a été la demande d'accès aux données fiscales des contribuables auprès de l'Internal Revenue Service. Et tout cela en faisant fi de la confidentialité et de la protection des données, d'autant plus que Musk continue de diriger plusieurs entreprises privées dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ses nouvelles responsabilités gouvernementales. L'équipe Trump a anticipé tout cela. Et donc, ce qu'elle est en train de faire avec DOGE, avec Elon Musk, c'est la politique du fait accompli. C'est-à-dire qu'on brûle tout, on sabre dans l'État fédéral, et ensuite, bien sûr, il y a des contestations, il y a des recours en justice, mais d'une certaine façon, le mal est fait. En accédant aux systèmes informatiques sensibles, tels que ceux du département du Trésor, le DOGE a obtenu le contrôle des données financières de millions d'Américains et la capacité de superviser les dépenses fédérales. Cette centralisation du pouvoir entre les mains d'un individu non élu soulève des préoccupations majeures concernant la démocratie et la transparence gouvernementale. Comme le souligne le Grand Continent, cette opération soulève de graves inquiétudes d'ordre démocratique. On pourrait avoir assisté à une prise de contrôle par l'homme le plus riche du monde du système des paiements fédéraux. De plus, le DOGE a entrepris de démanteler des organismes de réglementation financière tels que le CFPB, accusé de freiner l'innovation et d'entretenir une bureaucratie inefficace. Tout ce qui concerne le DOGE a créé une certaine indignation du côté des démocrates. Certains parlent même de mise en place d'une dictature. This is not some minor transgression. This is an illegal act. They stormed into buildings. They shut down agencies illegally. They are seizing the tools you need for a coup. We are witnessing a constitutional crisis. We talked about Trump wanting to be a dictator on day one, and here
we are. This is what the beginning of dictatorship looks like. Mais ce n'est pas qu'une question de politique. Du côté des universitaires, des chercheurs et des spécialistes, pour la première fois, les termes de coup d'État ou de dictature commencent aussi à être sérieusement utilisés pour qualifier ce qu'il se passe. Selon le prix Nobel d'économie Paul Krugman, les Américains ont peut-être déjà vécu ce qui s'apparente à un coup d'État du XXIe siècle. Il n'y a peut-être pas de chars dans les rues, mais le contrôle effectif du gouvernement pourrait déjà avoir échappé aux mains des élus. Le très célèbre historien Timothy Snyder dénonce lui aussi un véritable coup d'État qui aurait pour objectif la déchéance du Congrès et du processus démocratique. Mais alors qu'en est-il de la politique dans les autres domaines? Impossible de tout résumer ici. En un mois, des dizaines de décrets ont été signés et tout ça avance à vitesse grand V. Ça va si vite que même les commentateurs et les journalistes n'ont pas le temps de tout analyser. Et ça, c'est l'objectif. L'administration Trump utilise une stratégie de saturation législative. Elle multiplie les décrets dans des domaines variés comme l'immigration, l'environnement, la justice, pour rendre difficile, voire impossible, leur suivi et leur contestation. Pourtant, la ligne qui se dessine est de plus en plus claire. Donald Trump est en train de suivre, sans le dire, le Project 2025. Rappelez-vous, ce Project 2025, qui avait commencé en 2022, était censé incarner un projet de transition présidentielle et avait été créé par la Heritage Foundation. La Heritage Foundation, c'est un cercle de réflexion ultra conservateur et ultra puissant. Ils ont produit ce document. 900 pages, un programme pour le président sur à peu près tous les sujets de société, de l'économie à l'éducation, en passant par les droits des femmes ou des personnes LGBT. La direction est limpide. Revenir à une société proche de celle du 19e siècle par bien des aspects, avec des valeurs ultra-chrétiennes et nationalistes. Ce projet a pour objectif de détruire ce qui est défini comme le wokisme, à savoir des droits fondamentaux comme l'accès des femmes à l'avortement, la contraception ou encore les droits LGBT, tout simplement. Ce programme d'extrême droite est tellement radical, tellement conservateur, que Donald Trump en personne s'en était détaché pendant sa campagne. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. Quand les journalistes avaient pointé ses liens forts avec cette fondation, il avait nié, avait qualifié certaines des mesures de, je cite, absolument ridicules et abominables. Il avait assuré qu'il n'appliquerait pas un programme aussi choquant, et c'est pourtant exactement ce qu'il est en train de faire. Gel à l'embauche de tout employé civil fédéral, suppression des politiques de diversité dans l'État fédéral, interdiction des personnes transgenres dans l'armée, retrait des États-Unis de l'OMS, de l'accord de Paris, gel de tous les paiements d'aide américaine internationale. La liste est longue. Il a déjà appliqué des dizaines de mesures directement sorties de ce programme. Ainsi, l'actrice transgenre Hunter Schafer a expliqué que son genre avait été changé pour celui d'homme sur son passeport. Male. I don't give a that they put an M on my passport. It doesn't change really anything about me or my transness. However, it does make life a little harder. Et 15 000 personnes vont être licenciées dans l'armée. C'est quelques-unes des nombreuses mesures contre le wokisme qu'il a déjà mises en place. Il a également commencé très activement à déporter des sans-papiers dans leur pays d'origine. Le tout sur fond de discours racistes et xénophobes. Et de ce côté, la tension est vraiment montée d'un cran. Ce mandat, c'est aussi celui de l'explosion de discours déshumanisants. Par exemple, cette vidéo d'ASMR de personnes déportées de force, publiée sur le compte officiel de la Maison-Blanche. L'ASMR vise à procurer un état de bien-être. L'objectif de cette vidéo est donc de se réjouir, de normaliser, voire d'esthétiser la souffrance et l'humiliation des personnes migrantes, transformant leur douleur immense en une forme de divertissement sensoriel. C'est probablement l'un des signes les plus avancés du discours déshumanisant.
Autre signe que Trump s'est définitivement rapproché de ce Project 2025, à peine investi, il a nommé l'un de ses principaux auteurs à la tête de l'une des administrations les plus importantes. Russell Vought dirige désormais le bureau de la gestion et du budget, une place centrale et déterminante. Son objectif, expliqué en 2023 en ces termes, est, je cite, de traumatiser les bureaucrates. Ce n'est pas le seul, de nombreuses autres figures de ce cercle d'extrême droite ont été mises à des postes clés, comme John Malcolm, qui siège à la Commission américaine de détermination des peines, ou Brendan Carr, nommé à la tête de la Commission fédérale des communications. Bref, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on peut tout simplement lire ce document de 900 pages. On y retrouvait notamment une hostilité très assumée vis-à-vis de la liberté de la presse. Sans surprise, donc, depuis son investiture, Donald Trump a intensifié son assaut méthodique contre les médias. Ce qui était autrefois des tweets rageurs est devenu une politique d'État visant à entraver l'accès à l'information. L'un des aspects de la stratégie du président des États-Unis, de manière générale, est d'imposer une novlangue, un nouveau vocabulaire pour tout le pays. Ça passe par des retournements lexicaux, des détournements de sens, ou encore par le fait de carrément renommer des zones géographiques comme le golfe du Mexique que Trump a soudainement renommé golfe d'Amérique. Ce qu'il demande désormais aux journalistes, ce n'est plus seulement de ne pas alerter sur le danger démocratique majeur qu'il représente. Ce n'est plus seulement de taire l'intégralité des affaires le concernant. C'est aussi d'employer le vocabulaire qu'il essaie d'imposer. Et pour ceux qui ne le font pas, les représailles ne se sont pas faites attendre. Ainsi, la semaine dernière, l'agence de presse Associated Press, l'une des plus grosses des États-Unis et même du monde, est désormais interdite de Maison-Blanche ou d'avion présidentiel. Ce qui leur est reproché, ils ont continué à parler du golfe du Mexique et non d'Amérique. Ne pas obéir à Trump, et c'est la sanction. La porte-parole d'AP, Lauren Easton, a expliqué publiquement « Il s'agit d'un gouvernement qui dit au public et à la presse quels mots utiliser et qui exerce des représailles s'ils ne suivent pas les ordres du gouvernement. » La répression médiatique s'est également étendue au Pentagone, où CNN, The Washington Post et NPR ont été expulsés de leurs bureaux en février 2025. Ces espaces ont été réattribués à des médias pro-Trump, notamment One et Newsmax, établissant un monopole idéologique sur les informations liées à la défense. Cette décision empêche là encore des journalistes d'accéder aux briefings militaires, limitant leur capacité à enquêter sur les opérations américaines et sur la politique de défense de l'administration. Comme le souligne Reporters sans frontières, les autorités ont commencé à supprimer des milliers de pages des sites web d'agences gouvernementales, notamment ceux des centres de contrôle et de prévention des maladies, du ministère de la Justice, du Bureau du recensement, du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l'Agence de protection de l'environnement. De plus, plusieurs équipes de services de presse et de communication d'agences gouvernementales se sont vues interdire de s'exprimer publiquement. Lors de la dernière semaine de janvier, la Maison-Blanche a aussi restreint l'accès au compte-rendu de la présidence qui détaille les activités quotidiennes du président sans fournir d'explications aux journalistes concernés. Pendant ce temps, la Federal Communications Commission a été transformée en un instrument de répression contre les médias critiques. Sous la direction de Brendan Carr, la FCC a lancé des enquêtes uniquement ciblées contre CBS, ABC et NBC, tout en laissant Fox News et autres médias pro-Trump intacts. Poussant plus loin cette stratégie de répression, la FCC a également ouvert une enquête sur les financements de NPR et PBS visant à justifier la suppression de leurs subventions fédérales et à faire taire les derniers bastions de l'information publique indépendante. Ces deux médias, c'est pas n'importe quel média. Il s'agit là des deux gros médias publics qui sortent des enquêtes et font de l'investigation, que le pouvoir essaie donc de censurer. Et Trump ne se contente pas seulement de censurer. Il menace désormais ouvertement l'existence même de la presse libre. Les 2 derniers mois de 2024, il a insulté, attaqué ou menacé les médias au moins 108 fois dans des discours ou des remarques publiques, selon un décompte de Reporters sans frontières. En mars 2025, il a suggéré que les journalistes refusant de révéler leurs sources devaient être emprisonnés et que les médias diffusant des informations critiques à son égard devraient voir leur licence de diffusion révoquée. Les journalistes sont parfois directement nommés et donc exposés massivement à des menaces de mort.
Elon Musk a par exemple récemment demandé que l'équipe du magazine 60 Minutes de la chaîne CBS soit condamnée à une longue peine de prison pour avoir simplement interviewé un détracteur de sa politique. Pour en savoir plus, parce que la liste est encore très longue, n'hésitez pas à lire cet article de Carole Brenière pour Blast qui fait le tour du sujet. En attendant, on va aborder un autre sujet, le judiciaire, autre contre-pouvoir majeur qui n'est pas épargné. Dès les premières semaines de son mandat, Trump a signé une série de décrets exécutifs controversés, dont plusieurs ont été bloqués par des tribunaux fédéraux. Plutôt que de respecter ces décisions, l'administration a choisi de les ignorer ou de les contourner. Par exemple, malgré une injonction judiciaire suspendant le gel des dépenses fédérales, Trump a partiellement maintenu cette mesure, défiant ainsi l'autorité judiciaire. Parallèlement, Trump et ses alliés ont intensifié leurs attaques verbales contre les juges. Ils ont menacé de destituer les juges opposés à leurs actions, qualifiant certaines de leurs décisions d'illégales et d'attaques contre la démocratie américaine. Musk a carrément ouvertement appelé à la destitution de juges fédéraux qui bloquaient les efforts du DOJ pour réduire les dépenses gouvernementales dont on a parlé plus tôt. Il a notamment qualifié un juge de corrompu et a exigé son impeachment immédiat. L'administration Trump a également entrepris de remodeler le paysage judiciaire en nommant des juges favorables à son agenda politique. En accélérant les nominations de magistrats partageant sa vision du monde, le président cherche évidemment à influencer durablement l'orientation des tribunaux fédéraux, compromettant ainsi leur impartialité et leur indépendance. Par exemple, Ed Martin, connu pour sa défense des émeutiers du 6 janvier 2021 et son soutien aux allégations infondées de fraude électorale en 2020, a été nommé procureur fédéral permanent pour le district de Columbia. Cette nomination a été critiquée pour son potentiel à politiser davantage les poursuites judiciaires dans la capitale. Mi-février, le président a indiqué avoir demandé au ministère de la Justice de mettre fin aux fonctions de tous les procureurs américains restants du mandat de son prédécesseur Joe Biden. Selon lui, le ministère avait été politisé comme jamais auparavant. Cette hostilité envers le pouvoir judiciaire s'étend au-delà des frontières américaines. En février 2025, Trump a émis un décret imposant des sanctions contre la Cour pénale internationale, la CPI, accusant l'institution d'abus de pouvoir après l'émission de mandats d'arrêt contre ses alliés politiques comme Netanyahou. Là encore, ce sont des faits qui, mis bout à bout, soulèvent l'ampleur de la destruction démocratique en cours. Le 15 février, Donald Trump a franchi un nouveau cap. Il a déclaré sur X « Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi ». Une citation attribuée à Napoléon qui en dit très long sur sa conception de la justice. Il revendique le droit de pouvoir faire ce qu'il veut, car s'il dit qu'il fait cela pour sauver le pays, eh bien alors tout est permis. Alors est-ce du fascisme, de l'autoritarisme? En fonction des commentateurs, le champ lexical varie. Si l'on s'en tient aux commentaires des universitaires, beaucoup tombent d'accord pour dire que le trumpisme répond à bon nombre des 14 critères du fascisme selon Umberto Eco, notamment le populisme sélectif, où Trump prétend incarner seul la volonté du peuple véritable contre des élites corrompues. Son obsession du complot est évidente dans ses attaques répétées contre des ennemis imaginaires comme l'État profond et les fraudes électorales inexistantes, son mépris pour les faibles, ou encore le culte du héros, plongerait les États-Unis dans le fascisme si l'on s'en tient à cette définition d'Umberto Eco. Il y a beaucoup d'aspects à développer, on va en développer un, celui du culte de la personnalité. Voici le portrait officiel de Trump pour son second mandat, qui tranche avec le premier portrait en 2017, où il affichait encore un semblant de retenue. Si Trump a toujours été un homme politique égocentrique, son culte de la personnalité s'est fortement accentué ces derniers mois, par la façon dont il se met en scène et par la manière dont son entourage et ses soutiens parlent de lui. He's like one of the smartest guys I know. These socks have Trump hair on it? Yes, sir. How much did you pay for the sweatshirt? $40. Yeah. How much you pay for the hat? $25. I think I get a hat at least once a month. How many Trump hats do you have? Probably 40 or so. On August 23rd of last year, God sent me President Trump. President Trump represents a Moses-type figure who is leading us now back to the seven mountains. In his, it was the mountain. Depuis janvier, il répète qu'il est l'unique rempart contre le chaos, le seul à pouvoir sauver l'Amérique, ou encore le dernier espoir face aux élites corrompues. Il s'est lui-même désigné comme le roi en souhaitant une longue vie au roi sur son réseau social. Il a accompagné ce post d'un montage photo où on le voit,
en roi, en fausse une du Times. Ses partisans ne sont pas en reste. Depuis son retour, on voit émerger des slogans hallucinants comme « Trump est notre roi légitime » ou « Dieu l'a envoyé pour nous protéger », diffusés parfois par des figures influentes de la droite radicale. On ne gouverne plus un pays, on orchestre une mise en scène autour d'un homme. Ou plutôt de deux. Car ce culte de la personnalité est en train d'être renforcé par celui qui est en train de se construire autour d'Elon Musk, visiblement tout aussi mégalomane que lui. De manière générale, il prend une place médiatique croissante. Il est compliqué de comprendre quel est très exactement son projet. Mais revenons à Donald Trump. L'historien Robert Paxton le qualifie de fasciste. Mais qu'est-ce que c'est que le fascisme ? Cet article intitulé « Fascisme, définition » de l'universitaire Frédéric Lordon en donne une nouvelle définition, surtout directement écrite pour désigner la situation actuelle, et il contribue donc au débat public sur la question. Il souligne que le fascisme comprend selon lui un État autoritaire, d'une part engagé dans la normalisation institutionnelle de tous les secteurs de la production des idées, éducation, recherche, culture, médias, la purge anti-woke des institutions de services publics états-uniennes est sans doute appelée à faire modèle du genre. Un État, d'autre part, resserré sur son appareil de force, police-justice acquise à son orientation idéologique. Une autre caractéristique est de conduire une majorité des dominés, objectivement maltraités par l'ordre socio-économique et symboliquement dégradé, à se refaire en se retournant non contre les dominants, mais contre plus dominés qu'eux. Et des définitions, il y en a plein. De très nombreux chercheurs sont à peu près d'accord pour relever des similitudes très fortes avec le fascisme des années 30 et la situation actuelle aux États-Unis. Mais presque tous soulignent aussi les différences. Pour Manon Lefebvre, par exemple, maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit en tout point similaire au régime de Mussolini ou Hitler, alors que le monde a évolué. Pour mieux comprendre, je suis allée demander à Yoann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme, ce qui avait changé depuis cette époque. Où la comparaison avec les années 30 me gênait, si vous voulez, c'est que il y avait un soubassement ou un soutènement anthropologique différent, qui était la Grande Guerre. C'est-à-dire la violence de masse de la Grande Guerre, 80 millions d'hommes appelés au combat, avec l'obligation de tuer. Tout cela est difficile à déconstruire dans un temps d'après-guerre, et on sait très bien que la démobilisation psychique et culturelle prend beaucoup plus de temps que la démobilisation technique et matérielle, qui est elle-même très, très complexe. Donc la différence, je la voyais là. Et de fait, il y a dans les mouvements fascistes et les mouvements nazis un rapport à la violence, un exercice de la violence, une volonté de dominer la rue, par le coup, la frappe de nervis, qu'il n'y a pas ou qu'il y a moins en masse dans les extrêmes droites contemporaines, même si il y a des fractions dans ces extrêmes droites contemporaines, on l'a bien vu à Paris récemment, on le voit à Lyon quasiment toutes les semaines, qui valorisent la violence, voire la violence extrême. Alors là où il y a une comparaison possible, c'est que de fait, si on gomme ce paramètre de la diffusion anthropologique de la violence dans l'entre-deux-guerres, il y a de fait un rapport qui est comparable des extrêmes droites des années 30 à l'état de droit, à la démocratie, au parlementarisme, à la notion même de droit humain, comparable à ce que l'on voit aujourd'hui dans les extrêmes droites européennes et américaines, nord-américaines et sud-américaines. Donc de ce point de vue-là, la comparaison est pleinement légitime, d'autant plus que les années 30 sont une période d'expérimentation, de nouvelles modalités du contrat social, comme le libéralisme autoritaire. C'est une notion qui naît en 1932, qui estime qu'on doit favoriser le capitalisme tout en étant modérément démocrate, et ce sont des choses que l'on a vu ressurgir en Europe depuis le début des années 2000 et qu'on voit très bien à l'œuvre en France depuis 2017. Donc la comparaison, elle est légitime, elle est par définition légitime parce qu'on passe notre temps à comparer. Ensuite, elle est plus ou moins pertinente et là, je pense qu'elle est de plus en plus pertinente. Elle est d'autant plus pertinente que c'est pas nous qui la faisons, cette comparaison. Ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les chercheurs, ce ne sont pas les historiens qui, premièrement, font cette comparaison. J'entends par là que des gens qui font des saluts nazis,
qui font des références explicites au nazisme, à l'extrême droite des années 30, ce ne sont pas des gens qui sont des observateurs ou des critiques du monde social et politique. Ce sont certains acteurs sociaux et certains acteurs politiques eux-mêmes. Donc la référence aux années 30, elle s'impose par les saluts nazis qu'un Musk ou qu'un Bannon vont eux-mêmes faire publiquement. Elle s'impose également par les multiples, les innombrables références au nazisme qu'on peut trouver dans les bas-fonds de l'Internet, des réseaux sociaux de l'extrême droite, jusque et y compris aux candidats à la députation du RN. Et ensuite, dans un second temps, les journalistes et les historiens eh bien, sont bien obligés de s'en saisir. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du phénomène. Enzo Traverso, professeur à l'université Cornell, préfère d'ailleurs parler de post-fascisme, car le fascisme du XXIe siècle ne peut pas être une répétition de celui des années 30. Bref, fascisme ou post-fascisme, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les démocraties sont en train de disparaître, et que cela ne concerne pas que les États-Unis. Ce nouvel autoritarisme s'étend bien au-delà des États-Unis. La stratégie est de réussir à imposer cette vision du monde autoritaire et ultralibérale partout. La déstabilisation est orchestrée. Depuis quelques années, les extrêmes droites de tous les pays se réunissent. Ainsi, Trump a été un fervent soutien de Bolsonaro au Brésil et inversement. Il soutient aussi Javier Milei en Argentine, dont on vous avait longuement parlé. Et celui-ci est même venu récemment offrir une tronçonneuse à Elon Musk. Côté européen, le plan est clair. L'idée est de diviser, affaiblir l'Europe en faisant exploser l'extrême droite. Les résultats de cette politique assumée, particulièrement portée par Elon Musk, a été particulièrement frappante dimanche dernier. Lors des élections fédérales allemandes du 23 février, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland a réalisé une percée historique en obtenant environ 20% des voix. C'est 2 fois plus qu'en 2021, se positionnant en 2e place derrière la CDU. L'AfD, on le rappelle, c'est un parti ambigu avec le nazisme en Allemagne qui produisait ce type d'affiches, alors que sa présidente disait cela à propos d'Hitler. The biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy. C'est une extrême droite parmi les plus radicales au monde. Et le parti de la droite traditionnelle, la CDU, a récemment rompu le cordon sanitaire qui le distanciait d'elle. Le rôle d'Elon Musk, qui a très activement fait campagne pour cette extrême droite, notamment en modifiant ses algorithmes pour promouvoir leurs idées, est de plus en plus documenté. Il s'agit là d'un cas d'ingérence manifeste. Il soutient l'extrême droite partout en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans de nombreux pays. C'est inacceptable et cela met en danger le développement démocratique de l'Europe. Il met en danger notre communauté et c'est critiquable. Le président américain a d'ailleurs salué ces résultats, qualifiant le scrutin de grand jour pour l'Allemagne et les États-Unis. Parallèlement, des alliances se forment entre Trump et des leaders populistes européens tels que Giorgia Meloni en Italie et Viktor Orban en Hongrie. Ces collaborations renforcent une coalition internationale d'extrême droite partageant des stratégies et des ressources pour étendre son influence. Il se voit de plus en plus. La coordination stratégique est claire et Musk a même déployé un slogan spécialement pour l'Europe, « Make Europe Great Again ». Lors de la conférence de sécurité de Munich, le vice-président américain, J.D. Vance, a prononcé un discours affirmant que la principale menace pour l'Europe est interne, liée à la soi-disant censure de la liberté d'expression. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Le nouveau président états-unien démolit les alliances traditionnelles en s'attaquant à l'Europe et en négociant directement avec la Russie pour une paix improbable en Ukraine. Le 18 février, Donald Trump a même gommé la responsabilité de Moscou dans la guerre, jugeant que les Ukrainiens auraient dû y mettre un terme il y a 3 ans, se permettant même vous n'auriez jamais dû la commencer. Bref, désinformer, diviser et faire monter l'extrême droite en Europe, telle est la stratégie du trumpisme actuel. Cela s'est vu lors du sommet des extrêmes droites à Madrid, où le slogan « Make Europe Great Again » a été repris.
Puis, évidemment, lors de la Conservative Political Action Conference, réunion des mouvements d'extrême droite du monde entier. Lors de l'édition de février 2025, des figures politiques internationales telles que Nigel Farage, le président argentin Javier Milei et le leader du parti Vox, Santiago Abascal, ont participé à l'événement. Une collaboration internationale de plus en plus puissante entre les mouvements d'extrême droite, même les plus radicaux. Petit hic, Steve Bannon, le fameux ancien conseiller de Trump, qui a effectué un salut nazi et a fait une déclaration passée totalement inaperçue en expliquant que Trump allait pouvoir rester au pouvoir, ce qui est évidemment totalement illégal. In the future of MAGA is Donald J. Trump. We want Trump in 28. À cause du salut nazi, Jordan Bardella, qui devait passer juste après sur la scène, a annulé son discours. Mais notons tout de même qu'il était là, à la base. Il n'avait aucun souci à venir s'entourer de fascistes ou de personnes accusées de soutenir le nazisme. C'est un lâche. C'était une manière de saluer la foule, simplement. J'ai fait la même chose devant le Front National il y a 7 ans, quand j'ai tenu un discours. C'était pour rendre hommage à ces patriotes réunis. Effectivement, en 2018, le FN avait invité Steve Bannon à l'un de ses meetings. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, tout le FN et ses sympathisants lui ont fait une standing ovation. Oui, le même qui a fait un salut nazi, oui. À l'époque, Steve Bannon parle de Marine Le Pen comme ça. Elle a propulsé Jordan Bardella en tête de liste de son mouvement. Ça, c'est du courage politique. Elle n'a pas besoin de mon aide pour gagner. Moi, je suis son ami, son collègue. Elle gagnera cette élection elle-même et ce sera l'un des plus grands retours politiques de l'histoire. Face à la polémique, la banalisation du Trumpisme étant à l'époque quand même beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, elle avait expliqué qu'il lui donnait simplement de bons conseils. Il n'y a aucun financement américain organisé par Steve Bannon pour le Rassemblement national. En revanche, Steve Bannon est de très bons conseils pour pouvoir faire des levées de fonds qui sont nécessaires, évidemment, auprès de nos électeurs. Toute l'extrême droite française est aujourd'hui proche du Trumpisme, à commencer par Reconquête. Trump, il a incarné la révolte des peuples occidentaux, et en particulier du peuple américain, pour défendre son identité. Soutien très assumé et très affiché. Ils ont même fait sa campagne en Europe par le biais de Sarah Knafo, députée Reconquête, qui est retournée le week-end dernier pour la 6e fois. À la cérémonie d'investiture de Donald Trump cette année, il y avait donc elle, Éric Zemmour, mais aussi Marion Maréchal, qui est donc de retour au RN, et Louis Alliot, maire RN de Perpignan. Et la situation chez nous est par bien des aspects beaucoup plus proche du Trumpisme que ce que l'on pourrait penser. Le retournement du vocabulaire est le même. On accuse quiconque est en désaccord avec l'extrême droite d'être des censeurs, des fascistes, des dictateurs. Le stigmate est retourné. Donald Trump a fait exactement la même chose pendant sa campagne. Aujourd'hui, c'est une date à marquer vraiment d'une pierre blanche, on est tombé dans la dictature. Et il faut absolument que tous les Français qui nous regardent puissent en avoir conscience. En France, comme aux États-Unis, nous avons des milliardaires ultra puissants, prêts à débourser des fortunes pour faire gagner l'extrême droite. En France aussi, ses idées, la vision du monde ultra discriminante qu'elle promeut, sont en train de gagner une partie de la classe politique. Périclès, c'est 8 lettres pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Derrière ces 8 lettres, il y a un projet jusqu'ici secret, piloté par Pierre-Édouard Sterrin, un milliardaire ultralibéral et réactionnaire, sur lequel on a enquêté pendant plusieurs mois pour le Nouvel Obs avec Lucas Burel. Dans ce projet, il y a 3 éléments qu'il faut retenir. Le premier, c'est que c'est un projet politique. Périclès, ça vise à faire gagner, en utilisant tous les moyens légaux possibles, l'extrême droite ou la droite à la prochaine présidentielle. Bref, nous aurions bien tort de nous croire protégés du fascisme. Et attention avec les années 30. Oui, il y a des dynamiques similaires, des points communs, on l'a souligné, mais le contexte a aussi changé. Et les comparaisons historiques doivent être maniées avec précaution. Aujourd'hui, il y a des outils de contrôle qui n'ont aucune comparaison dans l'histoire. Il y a la mise en place d'une technopolice, des caméras, des micros partout. Il y a notre empreinte sur Internet, des outils de répression inédits. Et il y a la crise écologique, évidemment, qui n'existait pas auparavant. Dans ce contexte, ce à quoi nous faisons face est totalement inédit. Alors oui, tout ceci est bien sombre.
La fascisation que nous vivons n'est pas un fantasme. Et il est urgent d'en prendre conscience pour y faire face. Vous vous dites peut-être qu'à Blast, nous alertons beaucoup, que nous documentons énormément cette montée des autoritarismes. Au fond, c'est encore ce que nous savons faire de mieux, nous, journalistes. Informer les esprits, expliquer, alerter. C'est notre résistance, mais elle ne suffit pas. Et si tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui est très inquiétant, il est indispensable de se rappeler que l'histoire n'est pas écrite. Faire face à ce flot d'informations dévastateurs, c'est la première étape. La deuxième, c'est de résister. Et au-delà des médias, de très nombreuses résistances sont déjà en train de se mettre en place. Partout à travers le monde, il y a des gens qui refusent ce rouleau compresseur et qui se dressent. Bien sûr, il y a l'évêque Marianne Budd, qui, le jour de l'investiture de Donald Trump, fait ce discours bouleversant devant lui-même et le monde entier. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. Du côté des tribunaux, des administrations, il y a les juges, bien sûr, mais il y a aussi Brian Driscoll, nommé accidentellement directeur intérimaire du FBI en raison d'une erreur de l'administration Trump. Il lutte activement pour préserver ses agents face à la purge annoncée par le président. Des manifestations timides mais existantes commencent à s'organiser. Le 17 février, par exemple, des manifestations se sont déroulées partout à travers les États-Unis, initiées par un mouvement né en ligne sous les mots « Build the Resistance » et « 50-501 » en référence à l'organisation de 50 manifestations dans les 50 États en une seule journée. Les slogans brandis par les protestataires appelaient à rejeter le fascisme et défendre notre démocratie. La semaine dernière, le joueur de football américain Chris Clove a interrompu un conseil municipal pour protester contre la mise en place d'une plaque célébrant le slogan de Donald Trump, MAGA, sur une bibliothèque publique. Il s'est réclamé de la non-violence et comme vous pouvez le voir, il a été brutalement arrêté. MAGA is explicitly a Nazi movement. You may have replaced a swastika with a red hat, but that is what it is. Get out! Du côté des scientifiques, ça commence à bouger aussi, puisque de toute façon, Donald Trump est en train d'essayer d'annihiler la recherche. Des syndicats de chercheurs, des sociétés savantes et de jeunes scientifiques s'organisent pour appeler à la mobilisation, défendre les chercheurs menacés de licenciement et tenter de sauvegarder des données en danger de disparition. Contrairement à 2017, où la marche pour la science s'était largement appuyée sur le réseau X, ces actions se coordonnent désormais via Blue Sky et Mastodon. Dans d'autres pays aussi, il y a du mouvement. Il y a quelques jours, alors que la Maison-Blanche ne cesse d'affirmer qu'elle va faire du Canada le 51e État américain, lors d'une rencontre de hockey sur glace avec les États-Unis, la chanteuse Chantal Kreviazuk a délibérément modifié les paroles de l'hymne canadien. Au lieu de dire « nous commandons tous », elle a dit « seuls nous commandons » devant un public américain survolté qui s'est permis de la huer. Oh Canada, true patriot love that only us command. Cet acte a fortement énervé Donald Trump qui a à nouveau qualifié Justin Trudeau de loser. En Allemagne, oui, l'extrême droite explose. Mais il y a aussi eu des manifestations historiques lorsque la droite a rompu le cordon sanitaire avec l'extrême droite juste avant les élections. Des centaines de milliers de personnes dans les rues unies contre le fascisme. De manière générale, en Europe, les ventes de Tesla se sont complètement effondrées, notamment à cause des prises de position de Musk. Et de plus en plus de personnes affichent un sticker sur leur voiture « Je l'ai acheté avant qu'Elon Musk devienne fasciste ». Ou encore, après son salut nazi, des activistes ont projeté un Heil Tesla géant sur une usine en Allemagne. Des personnalités publiques continuent à ne rien lâcher, à prendre position, comme par exemple Madonna ou Selena Gomez. Des personnalités politiques de gauche, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui, contrairement à une partie des démocrates qui restent bien timides, n'ont pas hésité à annoncer rentrer
en résistance. We have an obligation to resist kings. We have an obligation to resist oligarchs. We will work in the streets, in the courts. We can overwhelm them. We outnumber them. Understand our power in this moment. Don't give up our power. Don't shy away from our power. Every small action matters. Sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, la résistance s'organise. Les algorithmes favorisent de plus en plus des contenus d'extrême droite. Et pourtant, les personnes attachées aux droits humains et à la démocratie produisent en grande quantité des mèmes, de l'humour, des contenus informatifs et essaient d'inonder Internet. Bref, on le voit beaucoup moins, mais partout. Une partie, pour l'instant minoritaire du public, s'organise, se mobilise et fait entendre sa protestation à travers des modes d'action différents. Par rapport aux années 30, on a un avantage qui est réel, qui est qu'on sait comment ça s'est passé à l'époque. On est instruit par l'histoire et on peut peut-être en tirer quelques enseignements dans la manière de concevoir, je sais pas moi, l'organisation des partis politiques à gauche et les unions à gauche. Par ailleurs, nous disposons de moyens techniques qui sont incomparables évidemment avec les années 30 et on peut toujours compter, je pense, avec une structure de la fonction publique, de l'État, de la justice, qui est incomparablement plus solide que dans les années 30, où on avait un État beaucoup plus faible et qui a été très violemment attaqué tout de suite par les extrêmes droites. La magistrature, par exemple, était une magistrature en Allemagne qui était au moins à droite nationale conservatrice, voire d'extrême droite en 1932-1933. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que, de fait, les juristes ont été un petit peu instruits par les enseignements de l'histoire, parce que le recrutement socioculturel a changé. Bref, il y a des paramètres qui ont beaucoup évolué par rapport aux années 30 et qui font que, là encore, on peut recourir à des moyens qui n'existaient pas à l'époque et que nos prédécesseurs n'avaient pas eu face à quelque chose qui les a broyés. Il semble que la majorité des gens n'aient pas encore renoncé à l'essentiel. Qu'une bonne partie d'entre nous, surtout en Europe, soyons encore attachés à la démocratie, à la liberté de la presse, de la justice, aux droits humains. La question étant maintenant, allons-nous réussir à faire entendre nos voix ? Allons-nous réussir à réveiller celles et ceux qui autour de nous ne semblent pas voir l'ampleur du danger ? Allons-nous réussir à résister à ce rouleau compresseur ou allons-nous rester passifs dans le déni et l'indifférence ? Je voudrais conclure avec cette citation de l'écrivain Elie Wiesel, survivant de la Shoah et infatigable combattant pour les droits humains au cours de sa vie, lors de la remise de son prix Nobel de la paix en 1986. J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation, où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Vous l'aurez compris, à Blast, nous avons décidé qu'il était hors de question de simplement commenter cette montée du fascisme. Alors nous résistons à notre manière, à travers des émissions, des livres, des articles. Et tout ça, nous ne pouvions pas le faire sans vous. Si notre travail vous intéresse, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et si cela n'est pas possible pour vous, un simple commentaire, un like, un partage, c'est déjà beaucoup et particulièrement important en ce moment. On le dit rarement, mais merci. Merci de nous avoir permis de créer ce média. Merci de nous permettre de travailler dans un espace de liberté totale. En tant que journaliste, je mesure particulièrement en ce moment à quel point c'est précieux. Alors, merci de participer à cette résistance et à très bientôt sur Blast.